Alors, dans le deuxième exercice, qui est un peu plus compliqué que le premier, on a à établir un tableau d'avancement et déterminer en fait l'évolution spontanée d'un état initial vers un état final qui est un état d'équilibre. Le problème, c'est qu'on ne nous donne rien, on ne nous donne pas l'équation de la réaction, donc c'est à nous de la trouver. D'où la première question du sujet, qui est de dire quelle est la réaction possible qu'il y a entre le cuivre et l'ion Fe3+. Donc pour répondre à cette question-là, il faut avoir en tête que c'est une réaction d'oxydoréduction, que le cuivre c'est un solide et que l'ion Fe3+ sera un soluté. L'ion cuivre, c'est un réducteur associé à un oxydant Cu2+. Et Fe3+ est associé à Fe2+, qui est son réducteur associé. Donc finalement, on a ça. Je vais souligner les réactifs. On aura du cuivre qui est susceptible de réagir avec Fe3+. Voilà. Alors, pour écrire l'équation, on écrit la demi-équation redox associée au premier couple et la demi-équation redox associée au deuxième couple. Sauf que il faut mettre le réactif à gauche de la flèche. Donc ici, le réactif, je l'ai souligné, c'est le cuivre, c'est un réducteur. Et ici, le réactif, c'est Fe3+, c'est l'oxydant du couple Fe3+, Fe2+. Alors, maintenant qu'on sait que c'est un réducteur, le réducteur va donner l'oxydant associé, et l'oxydant Fe3+, va se transformer en son réducteur associé. Alors, qu'est-ce que c'est des demi-équations redox? C'est des équations qui relient un réducteur et un oxydant, ou un oxydant et un réducteur, et on équilibre les équations en équilibrant avec essentiellement des électrons. Parfois, vous l'avez vu l'an passé, on peut équilibrer en ajoutant H2O par exemple, entre autres. Donc ici, je n'ai le droit d'équilibrer qu'avec des électrons. Alors comment je fais? Je suis obligé de mettre des électrons à droite de la flèche, puisque là c'est électriquement neutre. Si je mettais des électrons de ce côté-là, j'obtiendrais quelque chose de négatif. Il faut que ce soit équilibré en charge, donc nécessairement les électrons sont ici pour neutraliser le Ci2+. Combien d'électrons je dois mettre? 2 nécessairement. Ici, c'est la même chose, je suis obligé d'équilibrer avec des électrons, c'est nécessairement de ce côté-là qu'on les met, et en tout, on en met un seul. On vérifie, ici en tout, j'ai 2 charges positives à gauche de la flèche, 2 charges positives à droite de la flèche. Ici, 0 charge à gauche de la flèche, et en tout, 0 charge à droite de la flèche. Ça s'appelle les demi-équations redox. En passant, cette équation-là s'appelle une oxydation. Cette équation-là s'appelle une réduction. Souvenez-vous, au début de l'année, je vous ai donné un moyen mnémotechnique. Alors, c'est le mien, hein, il y en a tout un tas d'autres. Le mien est simple. Je dis simplement qu'un électron, c'est un réducteur. Donc, lorsque j'ai l'électron qui est un réactif, comme c'est un réducteur, nécessairement, cette équation-là, c'est une réduction. Lorsque l'électron n'est pas du côté des réactifs, ce n'est pas une réduction. Si ce n'est pas une réduction, c'est nécessairement une oxydation. Autre moyen mnémotechnique, un oxydant, c'est celui qui a le plus de plus en proportion. Donc, qui est l'oxydant entre Cu2+ et Cu? C'est celui qui a le plus de plus en proportion, c'est Cu2+. Donc Cu2+ est l'oxydant. D'accord? Cu est réducteur. Le réducteur ne peut être qu'oxydé. Donc cette équation-là, c'est nécessairement une oxydation. Pour ici, Fe3+, Fe2+, l'oxydant, c'est celui qui a le plus de plus en proportion. C'est donc Fe3+. Fe3+, c'est l'oxydant. L'oxydant ne peut être que réduit.
c'est une réduction. Voilà. Alors maintenant qu'on a réglé ce petit souci-là, il va falloir déterminer l'équation bilan d'oxydoréduction. On a une oxydation, on a une réduction. Maintenant, en dessous, je vais avoir une oxydoréduction. L'oxydoréduction, eh bien, c'est un échange d'électrons, sauf que nous, qui sommes les douaniers, on va compter un petit peu les choses. On n'a pas accès, dans l'équation bilan qu'on va écrire, on n'a pas accès aux électrons. Donc il ne faut pas voir les électrons. Ainsi, si je fais la somme comme ça, il va me rester un électron sur les bras. Et ça, c'est pas bon. En fait, il faut que les électrons soient échangés. D'un côté, ils vont le donner, de l'autre côté, ils vont être pris. Par conséquent, ici, on va multiplier par 2 cette équation-là, pour pouvoir avoir, dans cette équation-là, 2 électrons d'échangés. Ici, il y a aussi 2 électrons d'échangés. Le compte est bon. On obtient donc le cuivre plus 2 fer 3+, plus les 2 électrons qui sont échangés, qui va donner Cu2+, plus 2Fe2+, plus les 2 électrons qui sont échangés. Et on se rend compte que, effectivement, dans l'équation bilan, les 2 électrons qui sont là, ils ont été échangés ici pour la réduction et ici pour l'oxydation. On peut donc les simplifier et j'obtiens une équation d'oxydoréduction à partir de deux demi-équations redox. Okay. La première question est résolue. On passe à la deuxième question. Évidemment, là on coupe, on respire, on souffle, et c'est parti. Alors maintenant qu'on a déterminé l'équation qui est susceptible de se produire, on obtient Cu plus 2 Fe3+, va donner Cu2+, plus 2 Fe2+. C'est une oxydoréduction. Je vous rappelle que le cuivre est oxydé et l'ion Fe3+, est réduit. Alors, quand on lit l'énoncé, on nous dit qu'on va mélanger dans un bécher tout un tas de choses. Alors, qu'est-ce qu'on va mélanger? On va mélanger une solution S1 qui contient du sulfate de fer, de formule Fe2SO4. Alors, Fe2SO4 est ici. Alors, attendez, il y a un petit souci. C'est SO4 3 fois. Voilà. Donc, Fe2SO4 3 fois. Eh bien, cette solution-là contient des ions fer 3+, et des ions SO4 de moins. Okay, et vous voyez, lorsque je mets une molécule, ou plutôt une part de ça, j'obtiens 2 parts de Fe3+, et 3 parts d'SO4 de moins. Ici, la quantité de matière mise au départ, c'est égal à C1V1. C1V1, ça sera égal donc à 2 fois 10 puissance moins 4 mol. Donc on a mis 2 fois 10 moins 4 mol de Fe2SO4 3 fois. Dans S1, SO4 de moins, j'en ai donc mis, comme il y en a 3 fois plus, ça fait 6 10 moins 4, ici. Combien d'Fe3+? Donc Fe3+, est ici, 2 fois plus que cette valeur-là. Ça fait 4 10 moins 4. Sous-entendu, des mols. C'est Fe3+, autant pour moi. Voilà. Ensuite, on fait la même chose pour la deuxième solution. On mélange la solution S1, la solution S2, la solution S3 et un morceau de cuivre. Ça, c'est pile poil à l'état initial. La réaction n'a pas encore eu lieu. Voilà. Donc là, je fais l'inventaire des quantités de matière que je mets dans le milieu réactionnel, dans l'état initial. Pour S2, on obtient une quantité de matière de soluté apportée, qui est ici, qui est égale à C fois V, donc c'est C2 fois V2, c'est égal à 10 moins 2 fois 2 10 moins 2, ça fait 2 10 moins 4 mol. Et cette fois-ci, c'est du FeSO4.
FeSO4, on l'a vu précédemment, contient finalement, quand on met dans l'eau, des ions Fe2+, et des ions SO4 de moins. Et puis, c'est 1 pour 1. Okay, donc, ici, lorsque je mets 2,10-4 mol de FeSO4, ça revient à ajouter dans la solution 2,10-4 mol d'ion sulfate et 2,10-4 mol d'ion Fe2+. Voilà. On finit pour la troisième solution aqueuse, c'est du sulfate de cuivre. Alors le sulfate de cuivre, c'est Ci2+, plus SO4 de moins. Nous l'avons noté ici. Quand on fait ça, eh bien, on obtient une quantité de matière en soluté apportée qui est égale à 2 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Mol, tout court. Voilà, et en proportion, ce sera 1 pour 1. Donc, on y va. Alors ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de déterminer les quantités de matière dans l'état initial de chaque espèce chimique. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement pour déterminer la première ligne du tableau d'avancement. On a établi le tableau. Ici, c'est un tableau qui concerne toutes les quantités de matière dans l'état initial. C'est uniquement dans l'état initial. Pour la solution S1, pour la solution S2, pour la solution S3. Et on va regarder pour le cuivre. Alors, au niveau du cuivre, eh bien, la formule utilisée, c'est la quantité de matière, c'est égal à la masse de l'échantillon divisé par la masse molaire. Ici, c'est une masse molaire atomique. On trouve 5 divisé par 63,5, ce qui fait 8-10-2 mol. Donc, le cuivre, dans l'état initial, c'est 8-10-2 mol. Voilà. Par contre, de l'eau, on en a beaucoup à chaque fois. Hein. Voilà. Beaucoup. En DS, est-ce qu'on met la valeur exacte, genre 55 mol par litre, enfin mol, ou on met beaucoup? Non, on met beaucoup. D'accord. Ouais. Par défaut, en fait, dès lors qu'on met eau liquide, c'est le solvant. On sait que le solvant est vraiment très majoritaire. Ça ne sera pas le cas si j'avais des quantités de matière ou des concentrations en mol par litre qui sont supérieures à 10 mol par litre. Ouais, dans ce cas-là. Dans ce cas-là, effectivement, on ne peut pas négliger le fait que l'eau soit un solvant. Oui. C'est possible qu'à l'état final, j'ai un composant qui est 0 mol. Alors c'est possible qu'à l'état final, un composant soit égal à 0 mol, effectivement. Donc ça fait aussi l'état maximum. Ouais. Du coup, on a l'état final qui sera très voisin de l'état maximum. En fait, on fait des approximations, et quand on trouve 0, en fait, ça se trouve, c'est 10 puissance moins 10, 10 puissance moins 20 mol. Donc on arrondit à 0. Okay, voilà. Alors, une fois qu'on a l'état initial, ici, eh bien, on va pouvoir compléter le tableau d'avancement de manière bête et méchante. Quelle est la quantité de matière initiale en cuivre? Nous avons trouvé 8-10-2 mol. Quantité de matière initiale en Fe3+. Je regarde Fe3+. Fe3+, n'est apporté que par la solution S1. Donc ça fait 4-10-4. Quantité de matière dans l'état initial de Cu2+. Cu2+. Ah bah tiens, la solution S3 en a apporté. Alors, voilà. C'est un petit peu comme quand on cuit des pâtes. Si dans votre frigo il reste des pâtes cuites, vous pouvez les rajouter à votre plat. Donc on a déjà des ions Cu2+, qui sont ajoutés dans l'état initial. Et Fe2+, est ici, a été apporté par la solution S2.